se peut faire que les causes physiques aient part à la destinée des siècles illustres du pouvoir de l'air sur le corps humain. Ne peut-on pas soutenir, pour donner l'explication des propositions que nous avons avancées et que nous avons établies sur des faits constants, qu'il est des pays où les hommes n'apportent point, en naissant, les dispositions nécessaires pour exceller en certaines professions, ainsi qu'il est des pays où certaines plantes ne peuvent réussir. Ne pourrait-on pas soutenir ensuite que comme les graines qu'on sème et les arbres qui sont dans leur force ne donnent pas toutes les années un fruit également parfait, dans les pays où ils se plaisent davantage, de même les enfants élevés sous des climats les plus heureux ne deviennent pas dans tous les temps des hommes également parfaits. Certaines années ne peuvent-elles pas être plus favorables à l'éducation physique des enfants que d'autres années, ainsi qu'il est des années plus favorables que d'autres années à la végétation des arbres et des plantes? En effet, la machine humaine n'est guère moins dépendante des qualités de l'air d'un pays, des variations qui surviennent dans ces qualités, en un mot, de tous les changements qui peuvent embarrasser ou favoriser ce qu'on appelle les opérations de la nature, que le sont les fruits mêmes. Comme deux graines venues sur la même plante donnent un fruit dont les qualités sont différentes, quand ces graines sont semées en des terroirs différents, ou bien quand elles sont semées dans le même terroir en des années différentes. Ainsi, deux enfants qui seront nés avec leur cerveau composé précisément de la même manière deviendront deux hommes différents pour l'esprit et pour les inclinations si l'un de ces enfants est élevé en Suède et l'autre en Andalousie. Ils deviendront même différents, bien qu'élevés dans le même pays, s'ils sont élevés en des années dont la température soit différente. Durant la vie de l'homme, et tant que l'âme spirituelle demeure unie avec le corps, le caractère de notre esprit et nos inclinations dépendent beaucoup des qualités de notre sang, qui nourrit encore nos organes et qui leur fournit la matière de leur accroissement durant l'enfance et durant la jeunesse. Or, les qualités de ce sang dépendent beaucoup de l'air que nous respirons. Elles dépendent encore beaucoup des qualités de l'air où nous avons été élevés, parce qu'il a décidé des qualités de notre sang durant notre enfance. Ces qualités ont contribué alors à la conformation de nos organes, qui, par un enchaînement nécessaire, contribuent ensuite dans l'âge viril aux qualités de notre sang. Voilà pourquoi les nations qui habitent sous des climats différents sont si différentes par l'esprit comme par les inclinations. Mais les qualités de l'air dépendent elles-mêmes de la qualité des émanations de la terre que l'air enveloppe. Suivant que la terre est composée, l'air qui l'enserre est différent. Or, les émanations de la terre, qui est un corps mixte dans lequel il se fait des fermentations continuelles, ne sauraient être toujours précisément de la même nature dans une certaine contrée. Ces émanations, cependant, ne peuvent varier sans changer la température de l'air et sans altérer en quelque chose ses qualités. Il doit donc, en vertu de ces vicissitudes, survenir quelquefois des changements dans l'esprit et dans l'humeur des hommes d'un certain pays, parce qu'il doit y avoir des siècles plus favorables que d'autres à l'éducation physique des enfants. Ainsi, certaines générations seront plus spirituelles en France que d'autres générations, et cela par une raison de même nature que la raison qui fait que les hommes ont plus d'esprit en certains pays qu'en d'autres pays. Cette différence entre deux générations des habitants du même pays arrivera par l'action de la même cause, qui fait que les années n'y sont pas également tempérées et que les fruits d'une récolte valent mieux que les fruits d'une autre récolte. Discutons les raisons dont on peut se servir pour appuyer ce paradoxe, après avoir averti le lecteur de mettre une grande différence entre les faits que j'ai rapportés et les explications de ces faits que je vais hasarder. Quand les explications physiques de ces faits ne seraient point bonnes, mon erreur sur ce point-là n'empêcherait pas que les faits ne fussent véritables et qu'ils ne prouvassent toujours que les causes morales ne décident pas seules de la destinée des lettres et des arts. Les faits n'en seraient pas moins certains parce qu'on en aurait mal expliqué la cause. L'air que nous respirons communique au sang dans notre poumon les qualités dont il est empreint. L'air dépose encore sur la surface de la terre la manière qui contribue le plus à sa fécondité, et le soin qu'on prend de la remuer et de la labourer vient de ce qu'on a reconnu que la terre en était plus féconde. Quand un plus grand nombre de ces parties avait eu lieu de s'imbiber de cette matière aérienne, les hommes mangent une partie des fruits que la terre produit et ils abandonnent l'autre aux animaux.
dont ils convertissent ensuite la chair en leur propre substance. Les qualités de l'air se communiquent encore aux eaux de source et des rivières par le moyen des neiges et des pluies qui se chargent toujours d'une partie des corpuscules suspendus dans l'air. Or, l'air, qui doit avoir un si grand pouvoir sur notre machine, est un corps mixte composé de l'air élémentaire et des émanations qui s'échappent de tous les corps qu'il insère, ou que son action continuelle peut en détacher. Les physiciens prouvent aussi que l'air est encore rempli d'une infinité de petits animaux et de leurs semences. En voilà suffisamment pour concevoir sans peine que l'air doit être sujet à une infinité d'altérations résultantes du mélange des corpuscules qui entrent dans sa composition, qui ne sauraient être toujours les mêmes et qui ne peuvent encore y être toujours en une même quantité. On conçoit aussi avec facilité que des altérations différentes auxquelles l'air est exposé successivement, les unes doivent durer plus longtemps que les autres, et que les unes doivent favoriser plus que les autres les productions de la nature. L'air est encore exposé à plusieurs vicissitudes qui proviennent des causes étrangères, comme sont l'action du soleil diversifiée par sa hauteur, par sa proximité et par l'exposition, comme par la nature du terrain sur lequel ses rayons tombent. Il en est de même de l'action du vent qui souffle des pays voisins. Ces causes que j'appelle étrangères rendent l'air sujet à des vicissitudes de froid et de chaud, de sécheresse et d'humidité. Quelquefois, les altérations de l'air causent ces vicissitudes, comme il arrive aussi que les vicissitudes de l'air y causent des altérations. Mais cette discussion n'est pas essentiellement de notre sujet et nous le saurions trop débarrasser des choses qui ne sont point absolument nécessaires pour l'éclaircir. Rien n'est plus propre à nous donner une juste idée du pouvoir que doivent avoir sur tous les hommes et principalement sur les enfants les qualités qui sont propres à l'air d'un certain pays en vertu de sa composition, lesquelles on pourrait appeler ces qualités permanentes, que de rappeler la connaissance que nous avons du pouvoir que les simples vicissitudes ou les altérations passagères de l'air ont même sur les hommes dont les organes ont acquis la consistance dont ils sont capables. Les qualités de l'air résultantes de sa composition sont bien plus durables que ces vicissitudes. Cependant, l'humeur et même l'esprit des hommes faits dépendent beaucoup des vicissitudes de l'air. Suivant que l'air est sec ou humide, suivant qu'il est chaud, froid ou tempéré, nous sommes gais ou tristes machinalement, nous sommes contents ou chagrins sans sujet, nous trouvons enfin plus de facilité à faire de notre esprit l'usage que nous voulons en faire. Si les vicissitudes de l'air vont jusqu'à causer une altération dans l'air, l'effet de ces vicissitudes est encore plus sensible. Non seulement la fermentation qui prépare un orage agit sur notre esprit, de manière qu'il devient pesant et qu'il nous est impossible de penser avec la liberté d'imagination qui nous est ordinaire, mais cette fermentation corrompt même les viandes. Elle suffit pour changer l'état d'une maladie ou d'une blessure. Elle est souvent mortelle pour ceux qui ont été taillés de la pierre. Vida, qui était poète, avait éprouvé lui-même plusieurs fois ces moments où le travail d'imagination devient ingrat et il les attribue à l'action de l'air sur notre machine. On peut dire en effet que notre esprit marque l'état présent de l'air avec une exactitude approchante que celle des baromètres et des thermomètres. Parce que les conditions climatiques se modifient d'heure en heure et qu'elles modifient aussi en même temps l'humeur des humains. On remarque même dans les animaux les effets différents de l'action de l'air, suivant qu'il est serein ou qu'il est agité, suivant qu'il est vif ou qu'il est pesant. Il inspire aux animaux une gaieté ou il les jette dans une langueur qui, la moindre attention, rend sensible. Les dispositions des âmes se modifient et les cœurs sont gros maintenant d'autres émotions qu'au moment où le vent passait les nuées. De là ce concept d'oiseaux dans les champs et la joie du bétail et les croissements des corbeaux en liesse. Il est même des tempéraments que l'excès de la chaleur irrite et qu'elle rend presque furieux. Si dans le cours d'une année il se commet à Rome 20 mauvaises actions, il s'en commet 15 dans les 2 mois de la grande chaleur. Il est en Europe un pays où les hommes qui se défont d'eux-mêmes sont moins rares qu'ils ne le sont d'ailleurs. On a observé dans la capitale de ce royaume, où l'on tient un registre mortuaire qui fait mention du genre de mort d'un chacun, que de 60 personnes qui se défont elles-mêmes, dans le cours d'une année, 50 se sont portées à cet excès de fureur vers le commencement ou bien à la fin de l'hiver. Il règne alors dans cette contrée un vent de nord-est qui rend le ciel noir et qui afflige sensiblement les corps les plus robustes. Les magistrats des cours souverains font en France une autre observation qui prouve la même chose.
Il remarque qu'il est des années bien plus fertile en grands crimes que d'autres, sans qu'on puisse attribuer la malignité de ces années à une disette extraordinaire, à une réforme dans les troupes, ni à d'autres causes sensibles. Le grand froid glace l'imagination d'une infinité de personnes. Il en est d'autres dont il change absolument l'humeur. Homme doux et débonneur, dans les autres saisons, ils deviennent presque féroces dans les fortes gelées. Je n'alléguerai qu'un exemple, mais ce sera celui d'un roi de France, de Henri III. Monsieur de Thou, dont je ne ferai que traduire le récit, était un homme revêtu d'une grande dignité qui donnait lui-même au public l'histoire d'un prince mort depuis un petit nombre d'années et dont il avait approché avec familiarité. Dès que Henri III eut commencé à vivre de régime, on le vit rarement malade. Il essuyait seulement durant les grands froids quelques accès de mélancolie dont ses domestiques s'apercevaient parce qu'ils le trouvaient alors fâcheux et difficile à servir. Au lieu que dans les autres temps, ce prince était toujours un maître indulgent et débonnaire. On le voyait donc dégoûté de ses plaisirs durant les gelées. Il dormait peu et se levant de meilleure heure qu'à son ordinaire, il travaillait sans relâche. Et il décidait les affaires en homme qui se laisse dominer à une humeur austère. C'était alors que ce prince voulait réformer tous les abus, et il fatiguait son chancelier et ses 4 secrétaires d'État à force de les faire écrire. Le chancelier de Giverny, attaché auprès du roi dont je parle, dès l'enfance de ce prince, s'était aperçu depuis longtemps de l'altération que le froid causait dans le tempérament de Henri III. Je me souviens d'une confidence que ce magistrat me fit à ce sujet lorsque je passais par Esclimont, un château qu'il avait dans le pays chartrain pour me rendre à Blois, où la cour était alors. Le chancelier me prédit donc dans la conversation, peu de jours avant que messieurs de Guise fussent tués, que si le duc de Guise continuait à faire de la peine au roi, durant le temps qu'il faisait, ce prince le ferait expédier entre 4 murailles, sans forme de procès. L'esprit du roi, ajouta-t-il, s'irrite facilement durant une gelée, telle que celle que nous essuyons. Ce temps le rend presque furieux. Le duc de Guise fut tué à Blois, la surveille de Noël, et peu de jours après la conversation du chancelier de Giverny et du président de Thou. Comme les qualités de l'air que nous avons appelées permanentes doivent avoir plus de pouvoir sur nous que ses vicissitudes, il doit arriver dans notre machine, lorsque ces qualités s'altèrent, des changements plus sensibles et plus durables, qui ne sont les changements causés par les vicissitudes de l'air. Aussi, ces altérations produisent quelquefois des maladies épidémiques qui tuent en 3 mois 6000 personnes dans une ville, où il ne meurt que 2000 personnes dans une année commune. Une autre preuve sensible du pouvoir que les qualités de l'air ont sur nous est ce qui nous arrive en voyageant. Comme nous changeons d'air en voyageant, à peu près comme nous en changeons si l'air du pays où nous vivons s'altérait, l'air d'une contrée nous ôte une partie de notre appétit ordinaire et l'air d'une autre contrée l'augmente. Un Français réfugié en Hollande se plaint du moins 3 fois par jour que sa gaieté et son feu d'esprit l'ont abandonné. L'air natal est un remède pour nous. Cette maladie, qu'on appelle le MV en quelques pays et qui donne au malade un violent désir de retourner chez lui. Quand triste il avait regretté ses chevaux familiers, est un instinct qui nous avertit que l'air où nous trouvons n'est pas aussi convenable à notre constitution que celui pour lequel un secret instinct nous fait soupirer. Le MV ne devient une peine de l'esprit que parce qu'il est réellement une peine du corps. Un air trop différent de celui auquel on est habitué est une source d'indisposition et de maladie. Ne vois-tu pas aussi que la nouveauté du climat et des eaux éprouve tous ceux qui, loin de leur patrie et de leur demeure, s'en vont à l'étranger, et ce à cause du désaccord profond dans les conditions de vie. Cet air, quoique très sain pour les naturels du pays, est un poison lent pour certains étrangers. Qui n'a point entendu parler de tabardille, qui est une fièvre accompagnée des symptômes les plus fâcheux et qui attaque presque tous les Européens quelques semaines après leur arrivée dans l'Amérique espagnole? La masse du sang formé de l'air et de nourriture d'Europe ne pouvant pas s'allier avec l'air d'Amérique, ni avec le chyle formé des nourritures de ce pays, elle se dissout. On ne guérit ceux qui sont attaqués de cette maladie, très souvent mortelle, qu'en les saignant excessivement et en les soutenant peu à peu avec des nourritures du pays. Le même mal attaque les Espagnols nés en Amérique à leur arrivée en Europe. L'air natal du père est pour le fils une espèce de poison.
Cette différence qu'il y a entre l'air de ces deux contrées ne tombe point sous aucun de nos sens, elle n'est pas encore à la portée d'aucun de nos instruments, nous ne la sentons que par ses effets. Mais il est des animaux qui paraissent la connaître par sentiment, ils ne passent pas du pays qu'ils habitent dans les contrées voisines, où l'air nous semble être le même que l'air auquel ils sont si fort attachés. On ne voit pas sur les bords de la Seine une espèce de grand oiseau dont la Loire est couverte.